Avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important de définir ce que j'entends par guérison. Le terme guérison ne signifie pas rétablissement complet et entier. Quand on a des traumas complexes, on ne pourra jamais être soigné de manière à ce que notre cerveau ressemble à ce qu'il aurait dû être sans trauma. Le terme guérison a une définition large et ce qu'il représente est différent pour chacun. Pour certains, il s'agira de pouvoir être complètement fonctionnel. Pour d'autres, il s'agira d'avoir une vie sociale épanouie. Pour d'autres encore, il s'agira de pouvoir reprendre une activité professionnelle. En fait, on en revient à la définition entre le normal et le pathologique en psychologie. Est pathologique ce qui fait souffrir. Si ce que vit la personne n'est source de souffrance ni pour elle, ni pour son entourage, n'a pas d'impact sur sa capacité à fonctionner, alors c'est sa normalité à elle. Ce n'est peut-être pas celle de tout le monde, mais ça ne suffit pas à dire que c'est pathologique et qu'il faudrait le soigner. Il en va de même pour le terme guérison. Le but n'est pas de revenir à la norme, mais de quitter la case pathologique, de quitter la case souffrance, pour atteindre celle d'une normalité confortable pour la personne. Cette normalité peut être un rétablissement complet, comme ça peut être un rétablissement dans un seul domaine de la vie. Tout dépend des gens. Pour en revenir à mon cas, j'ai découvert que j'étais dissociée avec plusieurs identités en 2015 et j'ai officiellement cessé le déni en 2016. Ça fait donc 7-8 ans que je sais que j'ai un TDI. C'était longtemps avant que le trouble ne prenne de l'ampleur sur les réseaux sociaux. À l'époque où j'ai découvert ce que c'était, je devais aller chercher mes informations du côté anglais d'Internet, parce que du côté français, c'était le néant. La FTD, l'Association francophone du trauma et de la dissociation, venait à peine d'être créée, et je ne connaissais pas encore son existence. J'ai mis 4 ans avant de trouver un psy spécialisé et d'entamer une thérapie. Quand ma psy s'est formée pour pouvoir faire passer les entretiens diagnostiques aux troubles dissociatifs, j'ai enfin pu recevoir un diagnostic de TDI partiel. C'est ce à quoi mes symptômes correspondaient à ce moment-là. Il m'aura donc fallu 4 ans pour pouvoir commencer une thérapie et 6 ans pour recevoir un diagnostic. Et encore, c'est 6 ans à partir du moment où j'ai compris ce que j'avais et où j'ai pu chercher le bon spécialiste. Si on compte à partir du moment où j'ai commencé à volontairement aller chez le psy, j'aurais mis 8 ans à avoir accès à la bonne thérapie et 10 ans à obtenir mon diagnostic. Durant les 4 années que j'ai mis pour trouver mon psy, je ne suis pas restée sans rien faire. J'ai découvert un forum du côté anglais avec des gens qui ont une approche scientifique et rigoureuse du trouble et qui ont pour but la guérison. Certains étaient en thérapie depuis longtemps, avaient réussi à développer une très bonne entente entre leurs identités. Sur ce forum, ils partageaient des références d'ouvrages, des articles scientifiques, des conseils, des recommandations pour améliorer la coopération et l'intégration. Ils m'ont permis d'avoir un exemple concret de ce à quoi la guérison pouvait ressembler, un exemple de ce que je voulais atteindre, de m'y retrouver au milieu de la science et des théories, et ça m'a beaucoup aidé. Si j'ai pu progresser aussi vite une fois en thérapie, c'est grâce à l'élan initial et à l'exemple que m'ont donné ce petit groupe. Quelques années après, j'ai rencontré la communauté TDI sur les réseaux sociaux, et notamment celle du côté français. J'y ai découvert une mentalité très différente. La majorité, à cette époque-là en tout cas, considérait qu'ils ne peuvent pas être soignés, que la dissociation serait un fardeau à vie, qu'ils sont trop vieux, trop dissociés, trop cassés, trop traumatisés, etc. Cette idée, elle est même souvent reprise par des professionnels de santé qui doutent du fait qu'on puisse vraiment guérir de ces traumas ou qui déclarent que le TDI ne se soigne pas, qu'on peut juste apprendre à vivre avec. Apprendre à vivre avec, je déteste cette phrase. En tant que patient, quand on entend apprendre à vivre avec, ça sonne comme une fatalité. Ce qu'on entend, ce n'est pas tant qu'il faudra apprendre à vivre avec notre trouble, mais surtout apprendre à vivre avec notre souffrance. Or, la souffrance, on en bouffe déjà à tous les repas. Cette idée de non-guérison, de condamnation à perpétuité,
Elle est également souvent reprise par le public. Il suffit de voir les messages sur les réseaux sociaux quand certaines personnes avec TDI sont passées à la télé. Beaucoup de gens étaient persuadés qu'avoir un TDI, ça signifie ne jamais pouvoir être heureux, ou encore qu'avoir un TDI, ça signifie passer le restant de ses jours en hôpital psychiatrique. C'est vrai pour certains, ce n'est pas vrai pour tout le monde. Sinon, on peut aussi regarder les réactions des gens sur les affaires d'agression sexuelle sur mineurs. Beaucoup déclarent que la vie de l'enfant est détruite, définitivement foutue, qu'il ou elle ne s'en remettra jamais. Certains comparent même ça à un meurtre. Avant même d'avoir essayé, la personne est mise dans une position d'éternelle victime, enfoncée la tête la première dans sa souffrance. On ne lui renvoie plus que ça. Tu as été traumatisé, t'es voué être malheureux, point barre. On résume ta propre identité à ça, et tu n'as aucune lueur d'espoir. Très honnêtement, je trouve ça affreux. Je trouve ça affreux, et je suis heureuse d'avoir découvert le TDI du côté anglais, longtemps avant qu'il ne soit mis ou remis en lumière par les médias. Je suis heureuse d'avoir découvert le TDI auprès de gens en voie de guérison, qui considéraient cette guérison comme possible et atteignable. Ça demande du temps et des efforts. Beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Je ne vais absolument pas dire le contraire. Mais jamais ils n'ont émis l'idée que c'était impossible. J'en suis heureuse parce que même avec ces exemples, même avec cet espoir, je pensais moi-même être trop cassée pour y arriver. Je n'ai eu besoin de personne pour avoir l'intime conviction que tout ce que je parviendrai à atteindre, c'est éventuellement une bonne coopération. Mais vite fait, hein. Genre, bah, peut-être qu'un jour, on arrêterait de se disputer sur le choix du dessert. Mais c'est tout. Faire des choix plus importants, comme une carrière, un partenaire de vie, l'organisation des loisirs, etc. Ça paraissait être voué à l'échec. Ces choix semblaient voués à représenter des sources de conflits et de stress majeurs pour toujours. J'étais également incapable d'imaginer qu'un jour, plus aucune de mes identités ne serait terrifiée. Pour moi, pour nous, la peur, l'angoisse et l'anxiété faisaient partie de notre personnalité profonde, de qui nous étions. Il m'était impossible d'imaginer qu'un jour, je pourrais me contenter d'être, d'exister sans angoisse, avec juste un stress adapté qui ne me submerge pas. Et comment est-ce que j'aurais pu imaginer une chose pareille? J'avais eu peur toute ma vie jusque-là. La seule chose qui a fait que je n'ai jamais avoué penser être un cas perdu à voix haute, c'est que, de base, j'ai beaucoup de mal avec le fait qu'on m'impose des limites alors que je n'ai jamais essayé. Si on me dit tu n'y arriveras pas alors que je sais que d'autres y arrivent, je vais refuser d'entendre tant que je ne me serai pas donné à fond et prouver à moi-même que c'est trop pour moi. Du coup, si j'avais été en contact uniquement avec des gens qui ne pensent pas à la guérison possible, si je n'avais pas eu un exemple de l'idéal atteignable, eh ben, j'aurais certainement suivi le mouvement défaitiste sans même me poser de questions. Après tout, je vivais comme ça depuis toujours. La quasi-totalité des membres de ma famille sont dissociés d'une manière ou d'une autre. Je n'avais jamais connu autre chose et, de fait, j'étais incapable d'imaginer autre chose. L'idée que ça serait toujours ainsi, avec peut-être et éventuellement une petite amélioration, bah, elle était plus crédible que l'idée qu'un jour, mon fonctionnement pourrait être radicalement différent. Si on m'avait dit, il y a 6 ans, que je passerais de l'état de zombie qui a peur de son ombre à la personne que je suis maintenant, qui parle devant vous, qui a obtenu sa licence de psychologie avec mention et qui a plein de projets, tous plus ambitieux les uns que les autres, jamais j'y aurais cru. Je n'aurais pas pu y croire, parce qu'à l'origine, j'étais déjà terrifiée à la simple idée de ce qu'impliquait avoir un TDI et de ce qu'impliquait de devoir le prendre en main. Il faut savoir que la moitié de mes identités avaient moins de 12 ans et qu'on n'était que 3 à avoir plus de 20 ans. Je me suis donc retrouvée à l'âge de 20, 21 ans, tout en ayant la sensation d'en avoir 16, à me dire, je vais devoir apprendre à me comporter en parent pour la douzaine d'enfants traumatisés qui vivent dans ma tête. Comment est-ce que j'aurais pu imaginer pouvoir construire une vie normale à partir de ça? Honnêtement, je me voyais
plutôt destinée à galérer pour le restant de mes jours. Mais bon, heureusement, j'ai eu ce premier contact avec le TDI sur ce forum. Heureusement, je n'ai jamais voulu écouter les prédictions pessimistes de mon cerveau. Heureusement, parce que me voilà, 7 ans plus tard, à un stade que jamais je n'aurais cru possible, dont je n'osais même pas rêver tellement ça me paraissait hors d'atteinte, voire qui me faisait peur tellement ça m'était étranger. Aujourd'hui, donc, je ne remplis plus les critères de diagnostic pour le TDI. Je ne dissocie plus de manière chronique. Je suis quasiment ou totalement guérie, selon le point de vue que vous voulez adopter. Il y a un peu plus d'un an, je pouvais dissocier plus ou moins sur commande. Et c'était le premier réflexe de mon cerveau devant la moindre souffrance, qu'elle soit physique ou psychique, et devant le moindre stress. Ça me demandait de gros efforts pour rester ancré et pour ne pas dissocier. Aujourd'hui, je ne peux plus dissocier sur commande. Et c'est globalement devenu une mesure de dernier recours. La transition a été un peu effrayante parce que je ne me suis pas rendu compte du changement tout de suite. J'ai la chance d'évoluer dans un milieu qui est assez sécure à présent. Donc j'ai découvert du jour au lendemain que la dissociation ne se déclenchait plus comme avant, alors que j'étais confrontée à une situation où j'avais l'habitude que ça arrive en un claquement de doigts. Ce n'était rien de grave en soi, hein. Pour faire court, je suis hypersensible au bruit. Depuis toute petite, quand je commençais à surcharger, je dissociais pour le supporter et pour ne pas avoir à prendre en compte mon besoin de calme. Là, je reprenais le travail après plusieurs mois de pause, quand j'ai découvert que je ne pouvais plus dissocier pour supporter la surcharge, que désormais, j'allais devoir prendre ce besoin en compte. Pour info, je fais du remplacement à la planche d'une cuisine. Vous imaginez le niveau sonore. Donc, comme dit, ça a été un peu effrayant, parce que j'avais mal, il a fallu que je comprenne pourquoi ça n'était plus supportable, puis que je trouve une nouvelle manière de gérer. Tout s'est bien terminé. L'ajustement m'a pris moins de 5 minutes. Et maintenant, j'ai encore d'autres techniques que j'ai développées. Aussi, je n'ai pas peur de demander à prendre quelques minutes de pause quand j'en ai besoin. Mais sur l'instant, la surprise n'a pas vraiment été agréable. Sinon, il y a encore 2 ans, j'avais plus d'une vingtaine de parts dissociées, regroupées en une quinzaine d'états d'identité différents. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude du vocabulaire, on va dire que j'avais une quinzaine d'identités. Si j'avais réussi à construire une coopération satisfaisante, les amnésies étaient encore régulières, surtout lors des périodes de stress, et les sentiments de dépersonnalisation et de perte de contrôle pouvaient être très intenses et perturbants. On avait beaucoup de switch avec co-conscience, où l'identité aux commandes passait d'un coup en arrière-plan et se retrouvait à observer ce qui se produisait, avec une capacité à avoir une influence variable. Même si c'était toujours avec l'accord des uns et des autres, et qu'on savait très bien que celui qui venait au contrôle était le mieux placé pour gérer la situation, ce n'était pas vraiment une sensation agréable. Regarder sa vie à la troisième personne, je crois qu'on ne s'y habitue jamais vraiment totalement en fait. Aujourd'hui, aucune part n'a été perdue. Elles se sont progressivement intégrées les unes aux autres et je n'ai désormais plus que 2 identités différenciées. Pour faire ultra simple, parce que notre fonctionnement est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça, il y en a une pour gérer la majeure partie du quotidien et une pour gérer les événements qui provoquent de l'angoisse. Mais les gérer de manière réfléchie, adaptée, appropriée et efficace, plutôt que de réagir par automatisme traumatique. Ce que je veux dire par là, c'est que, contrairement à ce que notre organisation nous laisse penser, on n'est pas divisé en parts apparemment normales et en parts émotionnelles. Notre sens de l'identité n'est plus dissocié, il est séparé. Et cette séparation est un choix. On ne reste pas comme ça par nécessité, mais surtout par habitude, par confort, et aussi plus ou moins en lien avec des croyances spirituelles. Ces 2 parts sont ancrées dans le présent et fonctionnent de manière fluide. Il n'y a plus aucune amnésie entre nous, la coopération est simple, instantanée. Il n'y a pas de vrai conflit dans nos choix, parce qu'on est 2 facettes de la même personne. Si conflit il y a, ils sont d'une intensité normale, du genre qu'on retrouve chez n'importe qui hésiterait entre 2 solutions. Nos ressources internes sont entièrement partagées entre les 2 identités. Bon,
Après, tout n'est pas encore parfaitement intégré. Les deux identités restantes ont encore des fluctuations dans leur manière de percevoir les parts dont chacune est composée. Il peut y avoir des ressentis dissociés par instant, selon le niveau de fatigue et les déclencheurs. Cependant, je reste capable de me dire, cette part-là, c'est une part de moi, et de le ressentir vraiment. C'est une fluctuation transitoire, pas une dissociation profonde. Enfin, il y a 2, 3 ans, j'avais encore régulièrement des crises d'angoisse, des flashbacks et des cauchemars. Je pouvais être réveillée en pleine nuit par les crises d'angoisse de mes autres identités. Le tout cumulé arrivait 2 à 3 fois par semaine, parfois plus, rarement moins. Mes niveaux d'anxiété étaient constamment élevés, les pensées intrusives catastrophiques étaient quotidiennes, et du coup, je ne sortais de chez moi que si j'avais une très bonne raison de le faire. Parce qu'entre l'anxiété et la fatigue chronique provoquée par le manque de sommeil et le stress post-traumatique, le monde extérieur me paraissait un endroit effrayant, submergent et ultra épuisant. Aujourd'hui, les crises d'angoisse, les pensées intrusives et les flashbacks sont devenus très occasionnels. Tout ça se déclenche soit en lien avec les derniers traumas que je dois travailler et qui sont tellement précis que ça a un impact quasi nul sur ma vie quotidienne, soit au cumul de la fatigue, du stress et d'une situation émotionnellement compliquée. En gros, il en faut maintenant un sacré paquet avant que je commence à perdre pied. Et, point important, quand ça arrive, tout ça est devenu gérable. Je ne subis plus les flashbacks et les crises d'angoisse pendant des demi-heures, voire des heures entières. En règle générale, à moins d'une situation vraiment exceptionnelle, j'arrive à me réancrer rapidement. Au stade où j'en suis, prendre une seconde de pause, faire un check de la réalité qui m'entoure et, éventuellement, utiliser une de mes techniques d'ancrage, c'est devenu un réflexe quand je sens l'angoisse monter. De fait, mon cerveau arrive à se rebrancher au présent de plus en plus rapidement et ça ne m'impacte quasiment plus. Mes cauchemars, eux, ont pris une tournure différente. Plutôt que d'être angoissant et subi du début à la fin, mon cerveau arrive maintenant à faire face à ses peurs et leur trouve une résolution neutre ou apaisée en changeant le scénario. Le premier avec lequel c'est arrivé est un cauchemar où mon agresseur principal envahit mon appartement, s'installe à la table de la salle à manger et refuse d'en bouger. J'ai commencé par paniquer avant de réaliser que, ben, en fait, il allait rien faire. Il se contentait de squatter ma table, et certes, ça ne me faisait pas plaisir, mais ce n'était pas si effrayant que ça. Il n'allait rien m'arriver. Je pouvais sans souci quitter la pièce et le laisser là, tout seul, sans craindre quoi que ce soit. C'est donc ce que j'ai fait, et je me suis réveillée au moment où j'ai passé la porte, sans me sentir particulièrement anxieuse ou angoissée. Cela a été une révélation pour moi. Les cauchemars peuvent se résoudre d'eux-mêmes. Depuis, tous mes cauchemars suivent ce modèle. Tous. Et d'ailleurs, je n'en ai quasiment plus. L'anxiété écrasante au quotidien a disparu. J'ai toujours une certaine tendance au stress et à l'anxiété, mais à des niveaux normaux pour quelqu'un qui a aussi un TDAH et les couacs de régulation émotionnelle qui vont avec. Ce sont des niveaux gérables, qui n'induisent pas de détresse, qui ne me paralysent plus, qui ne m'empêchent plus de fonctionner. Je me souviens encore de la première fois où mon niveau d'angoisse quotidien a atteint 0. Ça m'a tellement fait étrange que j'ai noté 1 sur le tracker de mon bullet journal parce que 0 me paraissait surnaturel. Je découvre également ce que c'est que de stresser de manière positive, sans anxiété, que le stress peut être une énergie qui pousse en avant, qui motive de manière saine, plutôt qu'une énergie qui paralyse ou qui rend fébrile et éparpillée. Bon, après, ça ne se passe pas toujours forcément bien. Le TDAH est aussi à prendre en compte et peut me faire m'emmêler les pinceaux. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a éparpillement, désormais, c'est dû à la manière dont mon cerveau est câblé et plus à mes traumas. Je découvre ce que c'est que d'avoir envie de sortir de chez moi, d'aller me promener, de ne plus avoir peur, d'avoir confiance en moi.
et en ma capacité à me protéger, ou bien à trouver de l'aide si j'en ai besoin, de pouvoir faire face à des situations potentiellement dangereuses en restant présente, alerte, capable de réagir de manière adaptée. Et puis surtout, de ne pas rester en hypervigilance des jours après que la situation soit terminée. Je découvre ce que c'est que de vivre des choses difficiles qui pourraient sans problème devenir de nouveaux traumas et de ne pas être submergé par la détresse, de réussir à faire ce qu'il faut pour rester ou pour revenir dans ma fenêtre de tolérance, de pouvoir gérer les événements de manière adaptée sans plus verser dans des comportements automatiques issus de mes traumas. C'est un sentiment très puissant que de découvrir qu'on a les ressources pour pouvoir faire face, qu'on a enfin réussi à prendre en main cette force, à prendre en main notre vie, et qu'on est désormais solide et bien ancré. Alors après, je n'élimine pas la possibilité d'être blessé dans le futur, mais j'arrive désormais à avoir la certitude que, quoi qu'il arrive, je ne serai pas détruite et je trouverai le moyen de m'en sortir. Pour autant, je ne me considère pas encore comme complètement guérie. C'est parce que j'ai encore un reste de trauma à traiter et quelques symptômes de stress post-traumatique qui traînent toujours dans mes pattes. Pour moi, de mon point de vue, ma guérison sera complète quand je n'aurai plus du tout de symptômes post-traumatiques. Cependant, dans la mesure où je ne remplis plus les critères de diagnostic, je considère tout de même mon TDI comme étant guéri. Je vois ce à quoi j'ai fait face ces dernières années et je sais que si jamais je devais dissocier à nouveau dans le futur, ce serait peut-être plus fort ou plus long que chez quelqu'un qui n'a jamais eu de trouble dissociatif, mais ça n'atteindra pas non plus les niveaux auxquels j'étais à l'origine. Alors à la question, est-il possible de guérir du TDI? Ma réponse est oui. Quelle que soit la forme de guérison que la personne vise, elle est atteignable si elle y croit, si son entourage y croit, et si elle a des ressources à investir dans cette guérison. C'est d'autant plus vrai que, comme moi à l'époque, beaucoup se considèrent trop cassés pour véritablement atteindre le but qu'ils se sont fixés. Quand on a un trouble dissociatif, certaines parts de nous ont souvent tendance à avoir des attentes très basses, voire à ne pas y croire du tout. Alors oui, le minimum qu'on voudrait atteindre, avec de l'aide et les bonnes ressources, du temps et de la persévérance, il est souvent largement possible. Sinon, aucune part de nous ne serait capable de l'envisager. D'ailleurs, quand ce minimum, cette première étape, est difficile à atteindre, c'est plus souvent à cause de l'environnement, d'un manque d'accès à des soins adaptés ou à des comorbidités particulières qui vont entretenir la dissociation qu'à cause du trouble en lui-même. Et ça, ce n'est pas juste mon observation, c'est la recherche qui en parle. Mais même pour les cas les plus complexes, il faut bien garder à l'esprit qu'on ne sait jamais vraiment comment chacune des particularités de la personne vont interagir avec ses ressources et freiner ou pas sa guérison. On ne sait jamais quelles ressources vont être développées ou quelles sources de soutien pourraient apparaître en cours de route. Évidemment, il faut être mesuré et réaliste dans son appréciation du futur. Mais mesuré et réaliste implique de ne pas courir que la partie pessimiste, comme certains peuvent le faire. Comme je l'ai déjà dit, j'ai entendu de nombreuses fois que le TDI ne se guérit pas, on peut juste gérer les symptômes, ou encore que on peut seulement apprendre à la personne à vivre avec. Pour beaucoup de praticiens du corps médical, ça paraît mesuré et réaliste, surtout quand on voit les chiffres proposés par l'ISSTD. Seuls 16 à 33% des patients arriveraient à atteindre la fusion complète de toutes leurs identités. Mais du coup, face à ça, déjà, j'aimerais rappeler que, de nos jours, la guérison inclut aussi la multiplicité fonctionnelle, le fait d'avoir résolu son TSPT et de ne plus remplir les critères de diagnostic du TDI, tout en ayant encore des identités distinctes. Cette multiplicité fonctionnelle, bien que considérée comme plus facilement atteignable, n'est pas prise en compte dans les chiffres qui sont cités. Ensuite, la dernière édition des lignes directrices pour le traitement du TDI chez l'adulte de l'ISSTD a 12 ans. Leurs chiffres se basent sur des études qui datent de
86, 97 et 2001. Or, la fin des années 90 et le début des années 2000, c'est la période à laquelle ont commencé à vraiment se diffuser les techniques thérapeutiques adaptées au TDI. Pour replacer, la première édition du Soi hanté, qui décrit la théorie de la dissociation structurelle, elle date de 2006. Et sa traduction en français date de 2017. Un autre facteur à prendre en compte, c'est que les participants de ces études ont souvent été diagnostiqués avec des versions anciennes du DSM, avec des critères de diagnostic assez restrictifs. Du coup, ces chiffres de guérison, ils ne s'appliquent, un, qu'à la fusion finale, et deux, qu'à l'extrême du spectre dissociatif. Après, par curiosité, je me suis penchée plus en détail sur l'étude la plus récente, celle de 2001, et j'ai découvert quelque chose d'assez intéressant. Elle s'est basée sur le suivi de 12 patients pendant 10 ans. Sur ces 12 patients, la moitié ont atteint le stade de la fusion finale. Parmi eux, 2 adolescents ont réussi cela en 2 ans seulement. 2 autres sont revenus à un état dissocié au bout de quelques années et n'ont donc pas été comptés dans les statistiques finales de guérison. Mais une chose est bien précisée. Sur les 12, 10 ont continué leur thérapie et ils ont, au fil des ans, vu leurs symptômes s'améliorer. Par exemple, à l'issue de ces 10 ans, tous avaient des symptômes post-traumatiques en dessous du score considéré comme pathologique sur les échelles d'évaluation. Concernant les symptômes dissociatifs, les scores des personnes qui n'ont pas fusionné étaient encore au-dessus de la limite pathologique, mais l'évaluation a été faite avec la DES. Et ceux qui la connaissent savent que, sans le détail des scores pour chaque sous-domaine et catégorie de symptômes, c'est difficile à interpréter. Dans tous les cas, ça laisse assez songeur sur ce que seraient les chiffres de guérison aujourd'hui. D'autant plus si on prend en compte la multiplicité fonctionnelle. Enfin, pour compléter tous ces chiffres, j'ai une citation qui provient globalement de la même période que toutes ces études à vous proposer. Elle est tirée de la 3e édition du manuel d'interprétation du MID, publié en 2020. Le MID, c'est un outil d'aide au diagnostic des troubles dissociatifs. Cette citation, elle se base sur les données relevées par Richard Kluft en 1985. Richard Kluft a découvert que lorsque le TDI, alors connu sous le nom de trouble de la personnalité multiple, est traité par des cliniciens formés et expérimentés, le taux de guérison est de 91 à 94%. Quand il est traité par des néophytes, le taux de guérison est de 25%. Quand la dissociation est reconnue mais n'est pas prise en charge, le taux de guérison est de 2 à 3%. Je voudrais que vous preniez un moment pour réaliser qu'on passe quand même d'un taux de guérison proche de 100% à proche de 0% sur la seule base de compétences du thérapeute. Du coup, la question que j'ai envie de soulever, c'est est-ce que c'est vraiment le TDI qui ne se guérit pas? Ou est-ce que ce sont plutôt nos soignants qui ne savent pas le guérir? Est-ce qu'une déclaration mesurée et réaliste ne serait pas plutôt de dire que personne ne peut prévoir l'évolution du trouble au long terme et que plutôt que d'essayer de prévoir la fin d'un traitement souvent long avec des gens qui ont du mal à imaginer quelque chose de vraiment différent de leur présent, il ne vaudrait pas mieux se concentrer sur ce qui est atteignable là, maintenant, dans cet instant présent. Ça me fait songer qu'avec ce style de prédiction, on se perd dans le futur avant même d'avoir ramené la personne dans le présent. En thérapie, on sait que ce genre de projection est contre-productif. Alors, comment est-ce que les patients sont censés trouver ça encourageant? Surtout que avoir des perspectives d'avenir un minimum positives, c'est une ressource essentielle au bon déroulement de la thérapie. C'est carrément le titre d'un passage du livre Psychothérapie de la dissociation et du trauma. Ce passage insiste, comme je l'ai fait, sur le fait que se représenter un avenir différent ou simplement avoir la capacité de se projeter dans l'avenir est très difficile pour les patients dissociés. Ils ont besoin d'être accompagnés par un thérapeute qui saura les aider à se stabiliser, puis à se fixer des objectifs clairs
et atteignable afin de se réapproprier ce futur qui leur échappe. Vivre avec, ce n'est pas clair. Et quand on vient de découvrir son trouble, ce qu'on s'imagine à partir de cette formulation, ça ne fait franchement pas envie. Si j'ai pris mon exemple pour illustrer le fait qu'on peut guérir du TDI, les quelques chiffres déjà cités l'auront bien montré. Je ne suis pas un cas isolé. Je m'intéresse beaucoup aux études des années 80-90 et il y est régulièrement fait mention de personnes ayant guéri. Au-delà de ces études anciennes, on a des recherches contemporaines qui montrent que la thérapie a un impact positif sur le cerveau, que certaines structures abîmées ou sous-développées peuvent reprendre au moins en partie leur développement et qu'on peut observer de vraies évolutions entre le début et la fin de la thérapie. Du côté anglais, beaucoup de ceux qui ont commencé leur chemin de guérison en même temps que moi ont également atteint un niveau de fonctionnement proche, voire sont encore plus avancés que moi. J'en connais au moins deux qui ont terminé de traiter leur trauma et qui ont complètement unifié toutes leurs identités juste au début de l'an dernier. Je vois également les gens qui apportent leur contribution au site de documentation, que ce soit en faisant officiellement partie de l'équipe ou en aidant de manière plus ponctuelle. Certains reviennent de très très loin, mais du moment qu'ils ont trouvé où ils voulaient aller, quel but ils voulaient atteindre, ils ont commencé à y croire et qu'ils ont réussi à trouver les bonnes ressources et les bonnes informations, les progrès ont suivi. Ces dernières années, j'ai vu des gens qui étaient, à l'origine, plus dissociés que moi il y a 6 ans, atteindre le même stade que moi en 2 fois moins de temps parce qu'ils ont trouvé les bonnes informations et qu'ils ont réussi à trouver les bons soutiens. Le niveau de dissociation du début, il peut donner une idée du temps et des efforts qui seront nécessaires pour guérir, mais ce ne sont pas des indicateurs absolus. Comme je le disais, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, trop pour pouvoir livrer une estimation 100% fiable. Ça fait 6-7 ans maintenant que je gère le site de documentation et que j'observe les différentes communautés. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que ce niveau de dissociation du début, il n'importe pas tant que ça. Si la personne a accès aux bonnes informations, si elle arrive à trouver au moins une ressource solide sur laquelle s'appuyer, qui lui permette de prendre l'élan dont elle a besoin, les progrès peuvent être rapides. C'est comme ça que j'ai vu des gens que certains auraient qualifiés de cas désespérés effectuer des progrès complètement bluffants après qu'ils aient eu le bon déclic, la bonne ressource, le marchepied adapté qui leur manquait. Mais bon, encore faut-il avoir un entourage qui croit en nous et qui peut nous accompagner en suivant notre rythme, sans nous pousser pour aller plus vite et sans nous tirer en arrière par leur peur et par leurs doutes. Et ça, c'est compliqué. Rien que me concernant. Combien de fois ai-je entendu: mais tu es sûr que c'est une bonne idée d'arrêter de dissocier? De la part de membres de ma famille, moins avancés que moi en thérapie. Combien de fois n'ai-je pas moi-même douté du bien fondé de traiter mon trouble dissociatif? Surtout quand j'ai vu que je ne pouvais plus ignorer les besoins induits par mes autres problèmes de santé et quand j'ai réalisé l'impact de mes handicaps. Moins j'ai dissocié, plus ma capacité à fonctionner a été affectée par ces problèmes-là. J'ai dû trouver d'autres méthodes et apprendre à fonctionner différemment. Ça a également eu un impact sur ma famille et le tout cumulé a soulevé beaucoup de questions. Et puis, c'est sans parler du nombre de gens qui haussent des sourcils surpris quand je dis qu'il est possible de guérir d'un traumatisme de manière à ce qu'il ne représente plus une gêne, mais devienne un simple événement du passé. Dans l'imaginaire collectif, être traumatisé, ça signifie être brisé, être porteur d'une blessure qui ne se refermera jamais, comme si l'esprit était une chose incapable de cicatriser. Et c'est pour cela que j'estime que c'est un sujet qui est important d'aborder. Si certaines personnes peuvent se retrouver dans ces déclarations plus ou moins pessimistes, et c'est leur droit, c'est leur vérité, ils sont les seuls connaisseurs de leur propre vie. Pour ma part, cette tendance à en faire une généralité me pose problème, parce que je refuse qu'on dise que le fait d'avoir vécu des traumas condamne ma vie entière. Je refuse qu'on me voie comme une éternelle victime. J'ai été
une victime le temps des maltraitances et des violences. Oui, mais j'y ai survécu. Là, maintenant, je ne suis plus une victime. Là, maintenant, la violence est terminée et mes traumas font partie du passé. Là, ici et maintenant, je suis en train de guérir. Alors pour moi, oui, la guérison est possible et non, avoir été traumatisé n'est pas une condamnation à vie, et encore moins à mort comme le pensent certains, à mon sens, et ça n'engage que moi. Croire ce genre de choses, c'est jouer le jeu des traumas, qui tournent dans le cerveau et qui s'imposent au présent parce qu'ils n'ont pas réussi à s'intégrer au passé. Mais ils font partie du passé. Ils n'ont pas à envahir mon présent et ils ont encore moins à envahir mon futur. Alors, quel que soit le but que vous envisagez ou que vos patients envisagent, que ce soit la simple coopération, la multiplicité fonctionnelle ou la fusion, à mes yeux, c'est atteignable. Je ne dis pas que ça sera facile, mais qu'il ne faut pas fermer la porte à cette possibilité. Et je voudrais ajouter, c'est atteignable à n'importe quel âge. Le cerveau n'a jamais terminé de se remanier, d'évoluer, d'apprendre, de réapprendre. Certes, plus on a vécu, et plus les efforts demandés risquent d'être importants. Mais encore une fois, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que ce n'est pas une règle absolue. Je connais quelques personnes qui ont une, voire 2 décennies de plus que moi, des comorbidités importantes, qui ont beaucoup plus de temps que moi à s'extirper de leur situation traumatique et à se mettre réellement en sécurité. Pourtant, malgré tous ces paramètres défavorables, ils font partie des gens que j'ai vus évoluer le plus rapidement. Certains font partie du groupe qui a évolué 2 fois plus vite que moi. Alors encore une fois, et je terminerai là-dessus, oui, guérir de ces traumas, guérir du stress post-traumatique, guérir d'un trouble dissociatif, même un trouble dissociatif complexe, c'est possible. Ce que représente la guérison sera différent pour chacun. Le chemin ne sera pas le même pour tous. Il faudra parfois revoir certains objectifs, à la baisse, mais aussi à la hausse, et c'est possible. Sur ce, un grand merci à tous de m'avoir écouté et d'être présents aujourd'hui.